Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de manga, de littérature, de musique, de jouets. Aujourd'hui, on va parler, pas de n'importe quel jouet, mais de Transformers. Transformation. Et pour parler de cette licence monstrueuse, gigantesque, j'ai avec moi des invités gigantesques également. Greg, bienvenue, on est collègues maintenant. Là, écoute, c'est un plateau spécial CDI. Pas de souci, j'ai ma carte de cantine maintenant, tout va bien. Bienvenue, donc légende du journalisme, jeux vidéo, mais pas que. Aussi éditeur, voilà. On peut le dire, donc Transformers. En plus, tu vas nous en parler, ça te touche directement. Bienvenue chez toi. Voilà, j'ai déjà ma tasse, j'ai mes pantoufles. Tout va bien. Habitué. Un autre habitué à tes côtés, c'est Monsieur Romain Archéo Toys. Bienvenue. Pareil. C'est le plaisir, la famille. On vient dès qu'on peut, dès qu'on en a envie. On est toujours bien reçus. Alors pourquoi se plaindre? Oui. Et en plus, comme je le disais aujourd'hui, je le disais hors antenne, on est en configuration minimale. Nous sommes que 3, mais pour plus de plaisir. Parce que figurez-vous que pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal à trouver des intervenants. Et pourtant, quel sujet que les Transformers. Enfin, je le rappelle, Romain, tu as une chaîne YouTube Archéo Toys dédiée aux jouets principalement et aux histoires autour des jouets que je recommande à tous. Vraiment, excellente chaîne YouTube. Vraiment, il y a le côté en même temps petite Madeleine de Proust, mais en même temps on apprend des choses. C'est tout ce que j'aime. Merci beaucoup. Donc, messieurs, les Transformers, vaste histoire, parce que on a eu évidemment un revival avec les films, avec ceci, avec cela, mais est-ce qu'on peut revenir à l'histoire très alambiquée des Transformers, l'origine des Transformers? Alors, messieurs, d'où ça sort, les Transformers? Oh là, de plein d'endroits différents. C'est un patchwork. C'est un pain perdu, le Transformers. C'est des restes qu'on a mis ensemble et ça donne un truc super délicieux. C'est vraiment une œuvre pleine de surprises, en fait. Le Transformers démarre au Japon, on peut le dire. C'est ça. On va le dire comme ça. Mais il est passé par la France, il est passé par les États-Unis. On le dit très peu, mais Strasbourg est une ville très importante pour les Transformers. Absolument, on le dit très peu. Je crois que c'est la première fois que je l'ai entendu. Pourtant, Megan Fox n'y a pas mis les pieds. Mais effectivement, il y a plein d'histoires cachées dans l'histoire officielle des Transformers. C'est des choses qui sont rarement racontées. Mais on va profiter de cette émission. Bien sûr. Sachant que je rappelle, à la base, le Transformers est un jouet. C'est ça. À la base, on est dans les années 80, au Japon, tout début des années 80. C'est la folie des robots qui se transforment en tout et n'importe quoi. Parce qu'avant, les robots, c'était essentiellement des robots qui étaient conçus par Bandai pour ensuite être adaptés en dessin animé. Donc, c'était plutôt des robots fantastiques, des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça. Les combattleurs, qui étaient les héritiers directs des robots de Go Nagai. Et Takara, donc, qui est le grand rival de Bandai, fabricant de jouets. Voilà, il n'a pas forcément beaucoup de dessins animés, mais il se dit, je vais faire des robots qui se transforment en objets du quotidien. Alors, pour les gens qui ont connu les années 80, c'était notamment l'époque de la montre qui se transformait en robot. Qui était le jouet, le best jouet de 1985. Et donc, Takara commence à faire des robots, mais qui se transforment en vraies voitures, des vrais modèles de voitures, donc des Lamborghini, des choses comme ça. Ils vont faire des robots qui se transforment en briquets, le Gold Lightard. Tu l'as connu. Cofinancé, entre autres, par les marchands de cigarettes japonais. Voilà, non, mais c'est vrai, ils se sont dit, les enfants ne fument pas assez, on va faire un briquet qui se transforme en robot. Les années 80, c'est formidable. Le truc a eu une série télé, et il a été hyper populaire. Attends, le briquet qui se transforme en robot. Gold Lightard, c'est un dessin animé, oui. D'accord. Et donc il y a eu tout, et donc il y a eu des robots qui se transformaient en radiocassette, des robots qui se transformaient en avion, ce qui était assez nouveau, parce que jusqu'à présent, les robots se transformaient en ce qui arrangeait Bandai pour faire un jouet le plus facilement possible, en vaisseau spatial, en truc. Et là, ils se transformaient en choses réalistes. Donc le défi, c'était d'avoir un objet le plus réaliste possible visuellement,
qui deviennent un robot. Alors les robots n'étaient pas toujours super réussis, mais le but c'était que ça fonctionne dans les deux sens et que ce soit magique. Et ça a donné plein de choses. Après, là, je repense à, par exemple, des armes qui se transformaient en base avec des trucs à l'intérieur, tout ça. Ouais, hein. D'ailleurs, Mégatron, c'est un pistolet qui se transforme en robot. Et le jouet était vendu comme ça. C'est une arme, mais personne ne sait que votre arme est un robot. Voilà, c'était ce genre de délire. Mais c'est des jouets qui existaient. Là, c'est pas des Transformers dont on parle. Non, c'est une gamme qu'on appelle à l'époque Diaclone. Voilà. Qui est issu des Microman. Microman qui, en fait, sont des G.I. Joe qui disent pas trop leur nom, que les Japonais ont fait dans leur coin, avec la licence. Ils ont bidouillé des trucs avec Hasbro dans les années 60. Et en fait, Hasbro se rend même pas compte qu'ils viennent de racheter les G.I. Joe en petit format. On est au tout début des années 80. Donc en 82, ils lancent ces formats-là. Ils rachètent l'idée à des Japonais. Mais c'est leur jouet à eux. Ouais. Et il va arriver la même chose avec les Transformers. Donc en fait, Hasbro a tendance à racheter ses propres concepts aux Japonais une fois que les Japonais les ont digérés et modifiés. C'est comme ça que... Hasbro, c'est américain. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, Takara fait ses Diaclones, donc ces robots qui se transforment en appareils photo, en pistolets, etc., etc. Et ces jouets sont repérés, parce que, évidemment, le jouet, c'est un gros business déjà dans les années 80. Et donc, ces jouets sont repérés dans des foires à jouets, dans des foires aux jouets, qui sont des salons réservés aux professionnels. Et y a des Français qui repèrent ces jouets et qui se disent « mais c'est pas mal ça, on va les faire venir en France ». Il fallait des Français dans l'histoire. Et c'est pas n'importe quel Français. Là, on parle d'Edmond de Rothschild. Alors, il est plutôt suisse, mais c'est vrai que pour le coup, c'est sa boîte française qui va s'occuper de ça. Il a un pôle loisirs, il possède aussi le Club Med à l'époque. Et il a surtout une énorme... le numéro 1 du jouet en France, vraiment une boîte monumentale qui s'appelle la Compagnie Générale du Jouet, qu'on va appeler CJ. Alors, CJ, c'est les noms qui font rêver les mecs de 45 ans comme moi. Ça me dit rien du tout. C'est notamment eux qui ont sorti des poupées Goldorak à la grande époque, par exemple. Les poupées Actarus, c'est eux. Ils ont, entre autres marques, Joustra, donc jouet de Strasbourg. Et ils se disent, avec Joustra, on vend des petites voitures depuis très longtemps. Alors pourquoi pas proposer les fameux Diaclones. Et des petites voitures qui se transforment. Qu'en 84, avant même les Américains, ou à peu près en même temps, on va avoir les mêmes robots sous d'autres boîtes avec des bandes dessinées qu'on doit aux frères Brizzi, qui mettent en scène les Diaclones. Les frères Brizzi, c'est ceux qui vont monter le studio Disney Paris et, entre autres, animer plein de scènes sur le bossu de Notre-Dame. Ouais. Tarzan aussi. Donc, truc de fou, les bandes dessinées françaises des Diaclones, c'est les types qui vont bosser pour Disney juste après. Ouais. C'est incroyable. Et à ce moment-là, on n'en a aucune idée. Moi, j'ai eu des Diaclones avant de connaître les Transformers. Et donc, il y avait déjà des bandes dessinées avec les jouets. Avec les jouets à l'ancienne, comme Musclor le faisait déjà à l'époque. Oui, c'est ce qu'il faut rappeler pour les plus jeunes d'entre nous, c'est que, en fait, à l'époque, il y avait un truc qui était très efficace, c'est de créer un dessin animé pour vendre des jouets, ou vice-versa. Mais ça coûte cher. Donc, quand t'as pas les moyens, tu te contentes de me mettre une bande dessinée de 4-5 pages. Oui, souvent, ils commencent par un comics, une petite BD. C'est ça te donne une piste pour jouer. Tu dis, ok, là, j'ai acheté un méchant. Là, j'ai acheté un gentil. Parce que les Diaclones, tu les achetais, mais t'achetais des robots qui se transforment en voiture, mais il n'y avait pas d'histoire. Enfin, si tu regardais la boîte, c'était pas écrit, attention, c'est le méchant, ou lui, c'est le gentil. Moi, d'ailleurs, mon cousin, il a eu le Diaclone, là, qui était composé de 15 véhicules, tu sais, qui s'assemblent, voilà. Et on le trouvait classe. Et en fait, on ouvre la BD, on voit que c'est le chef des méchants et il meurt à la fin de la BD. Attendez, stop. Là, le gros robot qui est assemblé avec plein de petits véhicules, là ? Alors, c'est pas forcément... parce que là, alors, c'était un Diaclone, mais lui n'est pas devenu un Transformers, par contre. D'accord. Parce que là, j'ai en tête un gros robot qui est composé de plein de véhicules différents. Alors ça, c'est les Constructicons. D'accord. Ça viendra après. D'accord. Enfin bref, tout ça pour te dire donc que les Français récupèrent ces jouets japonais et les sortent en France sous le nom de Diaclone. Et ils ne sont pas fatigués. Donc là, on est en 84. Malheureusement, ça va pas très très bien pour le secteur du jouet à l'époque en France. Et CJ va carrément s'écrouler en moins d'un an. En 85, ils revendent leur stock
à une boîte qui s'appelle MB, Milton Bradley, et qui appartient MB, un jeu à MB, Hasbro. Ouais, c'est ça, exactement. Puissance 4, tout ça. Voilà, Alors, ok. MB cherche plutôt à récupérer notamment les Science 2000. Vous savez, les fameuses boîtes avec plein d'expériences dedans. Alors ça me faisait rêver. C'est eux qui faisaient ça, carrément. Donc, MB récupère ces boîtes de science et récupère aussi un stock de Diaclone. Et coup de chance, leur maison mère aux États-Unis est en train de diffuser quasiment les mêmes jouets sous une licence Transformers. Donc, ils vont tout simplement... Alors, la licence Transformers était déjà née aux États-Unis. Elle existe en même temps aux États-Unis, mais chez nous, on la connaît pas. Et donc, les premiers Transformers qui arrivent en France, ce sont des Diaclones dont on a changé la boîte à l'usine de Strasbourg. Voilà. Ah, c'est incroyable. Hein. D'accord. Moi, je me souviens que quand je découvre le dessin animé Transformers qui arrive sur Canal+, parce que Canal+, quand Canal+ démarre en 84, justement, ils arrivent, ils ont le foot, les films X, le cinéma avant tout le monde, mais par contre, il n'y a rien pour les enfants. Et donc, il y a la fameuse émission Cabou Cadin, Évidemment. avec le générique de Serge Gainsbourg. Et qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? Ils mettent Transformers et Bioman. Et donc, quand les Transformers arrivent à la télé en France, il n'y a rien dans les magasins de jouets. Mais moi, j'arrive à voir que c'est des Diaclones, en fait. Et du coup, il restait quelques Diaclones au BHV, dans des magasins comme ça qui ne surveillaient pas trop leur stock. Et moi, mes premiers Transformers, c'était pas des Transformers, en fait. J'ai vu le dessin animé, mais il me les faut, ces trucs. Mais c'était exactement les mêmes personnages. C'était les mêmes jouets. Les mêmes jouets, les mêmes moules, en fait. Mais attendez, parce qu'on a sauté une étape, là. On est passé de un jouet aux États-Unis qui devient un dessin animé. Comment ça devient un dessin animé ? Ah bah oui. Ça, Les amis. c'est la magie Hasbro, ça, en fait. Donc, ils récupèrent les jouets japonais et ils se disent, c'est très bien ces histoires de robots qui se transforment, mais il faut les vendre. Donc, pour les vendre, il faut donner envie aux enfants de les acheter. Donc, il faut leur créer un univers. Et c'est tout comme les maîtres de l'univers ont été créés de rien, et on a fait un dessin animé autour pour que les enfants aient envie d'acheter les jouets. Ils se sont dit, là, on va faire pareil. Donc, Hasbro, qui s'entendait très bien avec Marvel à l'époque, demande à Marvel, ils envoient des jouets chez Marvel, et fait, voilà des robots, démerdez-vous, on veut des gentils et des méchants. Donc, il y a des gens chez Marvel qui disent, OK, alors ils vont s'inspirer, évidemment, de ce qui existe déjà. Ils vont s'inspirer des comics aussi qui ont été faits. Ils ont leur culture comics à eux. Donc, ils vont dire, on dirait que c'est des robots, mais ils viennent d'une planète, et la planète se meurt, donc ils vont venir sur Terre, et il y a les gentils qui veulent ressusciter leur planète, il y a les méchants qui veulent conquérir la Terre, et voilà. Voilà. Donc, il y a les Autobots, parce qu'ils ont décidé que toutes les voitures seraient gentilles. Donc, les gentils, ce sera les Autobots. Et les méchants, c'est les Decepticons. Parce que Deception, en anglais, c'est quand tu trompes quelqu'un. Et donc, les Decepticons, c'est ceux qui sont à la fois plutôt des robots objets. Donc, le Mégatron, le pistolet, Soundwave, le Ghetto Blaster, comment il s'appelle Reflector, l'appareil photo. Et après, pour le reste, on va prendre donc les avions de guerre, parce qu'ils ont l'air méchants. Et du coup, tous les gentils, c'est les voitures. Donc, c'est les Autobots. Voilà. Et donc, le dessin animé est produit au Japon. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, Hasbro commande à Toei le dessin animé. Et du coup, donc, tu as des robots japonais qui sont récupérés par des Américains qui vont demander à des Japonais de les redessiner pour qu'ils aient l'air américains. Mais pas avec le budget. Au niveau argent, c'est quoi c'est fait à l'économie, c'est pour ça qu'on fait faire au Japon. C'est-à-dire que autant les maîtres de l'univers, le dessin animé est fait aux États-Unis avec des animateurs américains, etc. Autant, Hasbro, ils disent, il faut que ça nous coûte le moins d'argent possible. Du coup, ils demandent à Toei de sous-traiter le truc à un prix défiant toute concurrence. Alors, on rappelle, Toei, c'est un très grand studio au Japon. On peut parler de Dragon Ball. Dragon Ball, Goldorak, tout. C'est pas n'importe qui. Et effectivement, cette série américaine, elle n'est pas incroyable dans son fonctionnement, ni dans son écriture, mais elle va littéralement exploser, en fait. Ouais. On va en manger à toutes les sauces. Il ne va pas falloir très longtemps pour qu'elle débarque en France. Ouais. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils sont conscients qu'elle est loin d'être incroyable, cette série-là. Donc, on va avoir droit à une deuxième fois à cette série, mais avec des ajouts en 3D. Très bien. Moi, je vous propose qu'on aborde la thématique des différentes séries et les différentes saisons de Transformers, pour qu'on s'y retrouve. Alors, tu as fait
tu as fait une passation de thématiques incroyable, ouais, parce qu'en fait, on connaît les films, on connaît la première série, mais il y a eu tout un tas de trucs. Donc tu disais, la première saison, on va dire... Alors, la première saison, donc c'est 84-87, si je ne dis pas de bêtises. Une saison qui dure 3 ans. Oui, voilà. C'est très, très long, hein. En fait, c'est plutôt la première génération. Oui, la première génération. C'est-à-dire, quand tu es fan de Transformers, donc la base, avec Optimus Prime qui a un camion rouge et tout, c'est la G1. D'accord. Voilà, c'est les robots un peu cubiques et tout. Voilà. Et après, donc tu as eu un film, après tu as la G2, tu as Beast Wars, etc. G3, Beast Wars, etc. Le truc, c'est qu'on n'a pas tout eu. Parce que donc, Transformers... En France, hein. Partout. On n'a pas tout eu partout. Bon. C'est très hétéroclite l'exploitation des Transformers est très inégale selon les pays. Donc en France, en tout cas, on a la G1. Donc première saison, les Autobots, les Decepticons sont sur leur planète Cybertron et ça va plus, quoi. Il n'y a plus d'énergie, la planète se meurt. Donc les Autobots disent, bon écoutez les gars, eux c'est la résistance, hein. Les Decepticons c'est un peu les fachos de l'espace, et les Autobots c'est l'espèce de robots mélanchonistes qui disent non, tout le monde doit avoir de l'énergie, machin. Et donc ils disent, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va partir de la planète pour aller chercher de l'énergie ailleurs. Et donc Mégatron, le grand méchant, dit, attends, eux ils se barrent, ils doivent savoir un truc qu'on ne sait pas, on les suit. Donc évidemment, à l'abordage, ils se pètent la gueule, les vaisseaux s'écrasent sur Terre, à l'époque des dinosaures. Voilà. Et donc, ils sont tous morts, ils sont tous éteints. Et quelques millions d'années plus tard, un volcan réveille l'ordinateur de bord, et l'ordinateur de bord répare tous les robots. C'est bien connu, en plus, les volcans, ça réveille les ordinateurs de bord. Voilà. Super réaliste, en tout cas. Oui. C'est ce que j'aime dans Transformers. Et du coup, les robots sont réparés par l'ordinateur qui va s'inspirer de ce qu'il voit. Alors, donc, évidemment, il se réveille en 1980. Donc, il va s'inspirer des voitures. C'est en 2005 que ça se passe, la première série. C'était sûr ? J'ai tenté de repotasser un peu ça hier, mais l'année 2005 est très, très importante pour c'est pas l'année du Transformers. film, justement. Peut-être. Parce que du coup, tu es dans les années 80. Si, parce que tu as le fils de Spike. Tu as raison. Et donc, du coup, le vaisseau se réveille dans les années 80 et il reconstruit les robots parce qu'il dit non, tu vas pas être une navette spatiale, il faut que tu passes inaperçu. Donc, une Chevrolet, toi, tu vas te transformer en Chevrolet. Un F-14, toi, tu vas te transformer en F-14. Et à partir de là, donc, les Autobots décident de défendre la Terre. Parce que les Decepticons, en fait, les Decepticons, tu vois, ils sont sympas. Ils se disent, on a besoin d'énergie, donc c'est super la Terre. Il y a des êtres un peu de viande, mais ça nous intéresse pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tsunamis et des barrages hydrauliques. Comme ça, on va engranger de l'énergie. Donc ils sont en train de tout péter. Les Autobots disent non, chaque vie est sacrée, machin. Donc ça fait de la bagarre. Et à chaque épisode, Mégatron se fait casser la gueule, dit je me vengerai. Et hop, il repart. Donc ça, c'est quelle toute victime. Voilà. Skeletor. Voilà. C'est les dessins animés américains. Hein. Chaque épisode se conclut. Quand ils se tirent dessus, ça fume un peu, mais on a pas mal. Enfin bon, c'est très bon enfant en fait. Et c'est à destination des enfants. Tout à fait. Voilà. Donc c'est assez fascinant comme série parce que du coup, c'est une mise en scène japonaise, une réalisation japonaise, des designs japonais. Alors, à la japonaise, tu as des épisodes qui sont très très moches et puis tu as des épisodes qui sont absolument extraordinaires selon le staff que tu as. Oui, parce que souvent c'est sous-traité. Voilà. Mais tu as des épisodes qui sont réalisés par des grands noms de l'animation japonaise, qui deviendront ensuite des grands noms de l'animation japonaise. Et tu as des séquences de transformation qui sont parfois hallucinantes. Et sur les scénarios, on a des scripts qui vont être recyclés dans d'autres séries. On a par exemple les mêmes histoires qui se passent chez les Tortues Ninja et chez les Transformers. À l'économie, toujours. Voilà, oui, puisque justement, les studios parfois étaient les mêmes et ils ne se prenaient pas la tête. On a, juste petit aparté, on a même Tortue Ninja, on a parfois la même histoire dans la même série. Donc, qui est recyclée d'une saison à l'autre. Transformé en bébé. Voilà, exactement, voilà. Je pensais à celui-ci. Donc la première saison... 80, magnifique. La première saison se termine et le dessin animé cartonne, que ce soit en France ou aux États-Unis. Ils arrivent au même moment en France et aux États-Unis? Non, un an après. Ah, ça va. Après, on est vraiment sur un écart qui est tout petit. Ouais. Surtout pour les C'est surtout dû au fait que Canal+ est un nouveau groupe sur le moment et qu'ils ont besoin de programmes jeunesse. Ils auraient pris n'importe quoi. Et on leur dit il y a un truc, ça a l'air pas mal. C'est pour moi, j'achète. Voilà. Et puis surtout, à cette époque-là, TF1 et Antenne 2, donc l'ancien France 2, étaient plutôt tournés vers le Japon. Pour des questions c'était moins cher. De coût. Sauf que là, c'est du Japon. C'est du Japon, mais vendu par les Américains. Tamponné USA dessus. Donc la saison 1 se termine. Donc ça a été un carton, ils en ont vendu plein. Donc ils disent, on fait une saison 2 avec des nouveaux robots.
Donc on demande à Takara, est-ce qu'il vous reste des robots que vous ne nous auriez pas montrés? Et du coup, Takara, eux, les Diaclones, ça marchouillait, mais ça commençait à s'éteindre au Japon. Donc ils avaient plein de robots qu'ils n'avaient pas exploités. Et donc ils ont revendu les moules à Hasbro. Et Hasbro a dit, ah bah ouais, tiens, ça je prends. Ça, vous n'avez pas des robots qu'on n'avait pas encore achetés? Bah si, on a un truc qui s'appelle les Triple Changers, mais c'est des robots qui se transforment en 3 trucs. Ça vous intéresse pas? Si, on prend, très bien. Les robots qui s'assemblent, oui, parfait. Hop, les aéroballs et tout ça, c'était à la base des robots qui étaient conçus... par Takara pour pouvoir s'échanger. Tu avais le robot qui était composé de 5 voitures, le robot qui était composé de 5 avions, etc. Et ils étaient tous interchangeables. Et Hasbro leur dit non, hop, ça je prends, lui, toi t'es gentil, toi t'es méchant, toi t'es gentil, toi t'es méchant. Vous mélangez pas. Hein. Alors que les enfants avaient découvert qu'ils étaient interchangeables, mais dans l'histoire, tu pouvais pas les. C'est juste qu'il y avait des gentils et des méchants, et il fallait tous les acheter pour pouvoir composer le gros robot. Au Japon, Transformers, c'est diffusé? Alors oui, ça arrive après. Assez rapidement, ils vont faire des tests en fait. Ils vont mettre une boîte de Diaclone, une boîte de Transformers côte à côte. Parce que Diaclone, ça marche toujours au Japon. C'est toujours en vente. Ça vive, c'est pas au top, mais ça existe. Alors que Transformers existe dans le reste du monde. C'est ça. Donc assez vite, les Diaclones vont se faire complètement squeezer. Et même au Japon, on va parler de Transformers. Parce que le dessin animé arrive. Alors plus tard... Mais il arrive aussi, et du coup, au Japon, c'est la magie. Quand tu as un dessin animé, forcément, les jouets se vendent aussi. Et en plus, même si le dessin animé peut avoir l'air un peu naïf par rapport à ce qui existe au Japon à l'époque, au final, comme la narration et le style de dessin sont japonais, ça fait pas tâche à la télé, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas eu un petit truc dans la tête des Japonais en disant « Mais attends, ça, c'est un dessin animé américain. » Non, ça se voit pas. En plus, ils ont changé la chanson. C'est-à-dire que dans le monde entier, le thème des Transformers, c'est... Voilà. Et au Japon, tu as une espèce de chanson de J-pop, Transformers, la. La question s'est plus posée pour G.I. Joe, du coup. Avec cette histoire d'American Hero qui passait pas trop bien dans un pays où, effectivement, il y avait des bases américaines. Non, alors que les Transformers, ils sont passés au Japon sans problème. Et je pense que... Alors, le retour que j'ai eu de quelques Japonais, c'est qu'ils avaient aussi le sentiment d'être enfin écoutés, de voir leurs produits à eux être diffusés partout, même si c'était pas à leur sauce. Là, pour le coup, ils ont vraiment gagné. Puisque... Takara, ils étaient super contents. Hein. Est-ce que c'était la première fois qu'un constructeur de jouets japonais s'imposer mondialement de cette manière? Alors mondialement, non, parce que tu as quand même eu les Shogun Warriors qui ont été récupérés par Mattel. C'était pas la première fois que des Américains récupéraient des jouets japonais et les mettaient à leur sauce. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Shogun Warriors, en fait, c'est tous les robots de la Toei. Qui étaient en fait récupérés par Mattel et qui étaient vendus ensemble. C'est-à-dire que pour les Américains, Goldorak, Raiden, Getter Robo, Mazinger, tout ça, ils sont tous potes et Godzilla, et ils sont tous dans le même univers, quoi. T'as un univers où les Avengers se battent contre Godzilla aidés par des robots japonais. Parce que, pareil, Marvel avait filé un coup de main. Et le monde du jouet... Le multiverse du jouet. Il est beaucoup moins hermétique que ce qu'on imagine. Beaucoup de porosité. Hein. Voilà, complètement. Takara avait déjà eu de gros succès dans les années 60 en Europe, notamment en Italie, avec un jouet qui est un peu douteux, qui s'appelle Doka-chan, qui est ce qu'on pourrait appeler une poupée blackface, mais qui a cartonné. Il y a même eu des produits dérivés, des bonbons, notamment en Belgique. C'est complètement oublié aujourd'hui, mais c'était déjà des produits Takara. Le kiki de tous les kikis, c'est japonais. Tu sais, le petit... Oui, qui a été renommé... Mon Chichi. En fait, il s'appelait Mon Chichi. Il s'appelle Mon Chichi au Japon, mais en arrivant en France, les gens se disent « Mais Mon Chichi, ça marchera jamais. » Bon, allez, appelle ça kiki, et voilà. C'est devenu le kiki de tous les kikis, phénomène de société, etc. On est vraiment... on parlait tout à l'heure des salons internationaux. Il y en a 2 mondialement connus. C'est Nuremberg en Allemagne et New York. Et... étrangement, ça fait plus d'un siècle en fait que tous les ans, au moins 2 fois par an, tous les constructeurs du monde se retrouvent au même endroit et se ziotent en fait. Donc forcément, il va y avoir des échanges, il va y avoir parfois des vols d'idées, mais ça donne ce côté organique, là où on attendrait quelque chose d'assez naïf en fait, avec des plans marketing tout fait. Non, ça marche. Clairement jamais en fait, quand ils ont tout prévu. Et les Transformers, du coup, donc ça marche super bien. Hasbro est content. Les Transformers sont un phénomène de société. La Transformers mania, les robots peuvent se cacher partout, c'est génial. Sauf que ils se rendent compte que ça y est, ils ont tout vendu. Donc ils vont avoir une idée dans la tête des marketeurs, c'est une idée géniale.
mais dans le cœur des enfants. C'est un trauma. Je sais où on y va. C'est un trauma on y va mondial. vraiment. Voilà. Ils se disent, bon, alors, Takara, vous pouvez nous faire d'autres jouets. Enfin, de toute façon, on va en développer nous-mêmes. Mais voilà, les voitures, c'est fini. Il faut des trucs un peu plus hardcore avec des vaisseaux, des extraterrestres et tout ça. Donc, on va transposer l'histoire dans le futur et on va faire Transformers, le film. Donc ils font un long métrage, un dessin animé d'1h40 qui sort au cinéma. Là, on est d'accord, à ce moment-là, c'est la folie, ah oui, tout oui, le monde moi, est en kiff et tout. Après, on reviendra sur la spécificité française de la Transformers Mania, mais à cette époque-là, déjà, c'est un truc de fou. Ah bah oui. Sauf que... et moi, j'étais devant le cinéma le jour où il est sorti, mais c'était un truc de fou. À l'époque, alors ça parlera... C'est sorti au cinéma en France. Bien sûr, Day One, j'étais là à 10 ans avec ma mère qui était là, bon, tu me saoules, j'étais là, allez vite, les Transformers. Et il y avait des émissions de cinéma à la télé à l'époque qui étaient présentées par Henri Chapier. Et ça, je rêve de... Le contraste entre Transformers et Henri Chapier. Non, mais tu as une émission présentée par Henri Chapier qui est déguisé en Optimus Prime. Ça, je n'ai jamais retrouvé les images. Alors, c'est des souvenirs assez flous parce que j'étais enfant, mais je suis sûr d'avoir vu ça. Et ouais, les Transformers s'étaient présentés vraiment comme le phénomène des enfants, le nouveau Goldorak, etc. Donc, je vais au cinéma comme des milliers d'enfants. Et en fait, c'est horrible. C'est horrible parce que du coup, Hasbro s'est dit, pour que les enfants achètent les nouveaux jouets, il faut qu'ils lâchent les anciens. Et donc, comme je te l'avais dit, c'est un dessin animé qui est hyper bon enfant, Transformers. Et là, dans le film, ils vont tous mourir. Et c'est vraiment, ils meurent, avec leurs yeux qui s'éteignent. Ils meurent, et c'est horrible. C'est horrible. C'est un trauma de fou. Alors que tu as des épisodes où tu vois Optimus Prime qui explose, qui se fait trafiquer ses machins et tout. Hop, l'épisode d'après, il est là, salut les gars, transformation et en route. Là, l'épisode commence, donc il y a de la bagarre, je fais cool ça. Et là, tu vois Megatron qui dit crevez les Autobots, crevez. Il se transforme en pistolet, il tire sur un premier Transformers et là, un truc que j'avais jamais vu, son torse éclate, ses yeux s'éteignent et il fume par la bouche. Et donc, visuellement, il n'y a pas de doute, il est mort. Et donc, il tue tout le monde dans un vaisseau et après, le vaisseau va s'écraser et tout explose. Quoi ? Machin et machin et machin, parce que je connaissais tous les noms par cœur. Ils sont morts. On est à 20 minutes du film. On est à 20 minutes du film. Tu as la moitié des héros qui sont morts. Et ils prennent des risques. Moi, j'aime ça. La salle est en pleurs. Ah ouais. les gamins sont là, mais que quoi voilà. Donc, tu as Optimus Prime. Tu as une scène qui est extraordinaire. Donc, les Decepticons arrivent. Tu as Optimus Prime qui dit Megatron doit être stoppé à n'importe quel prix. Enfin, c'est vraiment c'est la scène culte de toute la saga Transformers. Et il y va et il fonce en camion dans tous les Decepticons. Donc, pareil, il en éclate la moitié. Tu te dis, mais ils meurent, les Transformers, comment c'est possible ? Donc ils se battent et tout, et à la fin, Optimus Prime meurt. Au cas où t'es pas compris, il change de couleur, il est tout gris. Voilà, donc il est mort, voilà, c'est fini. Pareil, Megatron, pendant le combat, donc Megatron a gagné, mais Megatron est vachement amoché. Donc, comme Starscream, donc le second, l'espèce de Is No Good des Decepticons, dit « Ah, il est amoché, hop, on le jette ». Donc pareil, Megatron meurt. Il est récupéré, parce que l'histoire du film, en fait, c'est qu'il y a une troisième force en présence qui est en fait une planète géante qui mange les autres planètes. Et donc, c'est une planète vivante. Et donc, cette planète vivante va récupérer Megatron, qui est tout abîmé, va le remodeler pour en faire son serviteur, Galvatron. Et donc, on voit que c'est Marvel qui est au scénario, parce qu'ils sont inspirés de Galactus et du Surfeur d'Argent, en fait. Voilà. Et donc, cette planète géante... C'est Metal Couleur, quoi. Un petit peu, ouais. Et donc, cette planète géante va sommer Galvatron et 2-3 autres Decepticons morts qu'elle a ressuscités et qu'elle a remodelés pour retrouver donc le Allspark, ce que détient, en fait, c'est la matrice de commandement, ce que détient Optimus Prime et qui, en mourant, il lègue à son fils, Rodimus, qu'on voit là aussi sur le visuel. Ça devient très alambiqué. Ah ouais, et du coup, voilà, donc ça devient une espèce de grande quête et tout. Le film est extraordinaire. Techniquement, c'est magnifique. T'as énormément de Japonais. C'est encore la Toei qui est... Alors, c'est Toei, mais c'est des talents. Alors, c'est des jeunes des années 80 qui ensuite deviendront des très grands animateurs. Notamment... toute la transformation de cette planète qui s'appelle Unicron. Pas Omicron, attention, Unicron. Voilà. Donc la transformation Unicron, parce qu'à la fin, le gros plot twist, c'est qu'en fait, la planète se transforme en robot. Donc c'est un robot qui fait la taille de la Terre et qui veut détruire la Terre. Bon, heureusement, les gentils vont rentrer à l'intérieur, vont tout péter à l'intérieur et ça va bien se passer. Tu me rassures, là, mais voilà, t'as eu peur, hein ? Oui, un peu. Mais voilà, cette séquence de transformation, t'as une planète entière
qui se transforment en robots. Elle a été animée notamment par Satoshi Urushihara, qui est un très grand japonais qui ensuite a fait des choses comme Lemnir, Plastic Little, qui a été une star notamment de l'animation japonaise en France dans les années 90, qui ont bossé sur le film. Tu as aussi Masami Suda, qui a bossé donc sur la bataille des planètes, mais surtout qui a été la personne clé dans la réalisation du dessin animé de Ken le Survivant. Tu as eu des grands noms d'animation japonaise comme ça qui ont bossé sur ce film, et tu as des séquences qui sont absolument extraordinaires. Et donc ce film, c'est un trauma. C'est-à-dire des millions d'enfants ont vu Optimus Prime mourir. Et donc, échec total. Parce que Hasbro, ils se sont dit... on va tuer Optimus Prime, comme ça les enfants vont acheter les autres. Bah non, en fait, quand ton héros il meurt, t'es dégoûté, tu passes à autre chose. Donc au final, les Transformers ne transforment pas. Et là, on est en 86, 87. En 86, ils sont obligés d'annuler la sortie cinéma du film G.I. Joe, qui était prévu, il sortira qu'en cassette. Et le film Mon Petit Poney, qui est aussi un produit Hasbro, se viande lamentablement. Donc là, c'est la fin de ce Les gens sont furieux auprès d'Hasbro. Les parents appellent, vous avez traumatisé mon gosse. C'est une des premières fois où les parents se sont dit, c'est bon, là, une marque de jouets essaye clairement d'escroquer nos enfants, en fait. Ça a été très très mal perçu. Et alors c'est ça qui est drôle. Dans le monde entier ou uniquement aux États-Unis? Uniquement en Occident. Ouais, d'accord. En Occident. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que du coup, la saison 3 des Transformers, donc le héros n'est plus du tout Optimus Prime, mais donc Rodimus et tout un tas d'autres robots qui sont beaucoup plus funky, beaucoup plus colorés. Mais moins charismatiques aussi. Bah oui, parce que du coup, ils se transforment plus en bagnole et tout ça, et c'est dans le futur. Donc ils se transforment en vaisseau spatial. En 2005, on a les voitures volantes. Voilà, ils ont des voitures volantes, des espèces de bolides galactiques, enfin des designs très très futuristes en fait. Et du coup, tu perds l'intérêt des robots qui étaient déguisés en objets de ton quotidien. Bien sûr. Et donc cette saison 3, saison 3 puis saison 4, non, que la saison 3, est diffusée sur Antenne 2. Mais déjà, les gens sont un peu blasés parce qu'Optimus Prime est mort. Derrière, tu as le Club Dorothée qui arrive avec tous les animés japonais, les Chevaliers du Zodiaque, Bioman, etc. Donc les Transformers... Déjà, tu les aimes moins parce qu'ils ont tué ton héros. En plus, ils sont un petit peu ringardisés par les dessins animés de bagarre. Ça sombre dans l'oubli en France. Aux États-Unis, les Transformers sont balayés par les Tortues Ninja, qui ne tuent pas leur héros. Ben non. Voilà. Encore heureux. Attends, ouais, oh. Et du coup, la saison 3 des Transformers, elle fait sombrer dans l'oubli les Transformers en Occident, alors que paradoxalement, c'est à partir de cette saison 3 qui est hyper galactique, hyper futuriste, qu'au Japon, ça prend. Et à partir de la saison 3, tu as la saison 4, Transformers Master Force, etc., qui, eux, vont continuer à l'initiative de Takara, qui récupère le truc et qui takarise... Qui reprend les droits à Hasbro. Qui takaraise les Transformers. Et du coup, Transformers se japonifie à nouveau. C'est-à-dire que c'est plus des robots qui se transforment simplement en voitures volantes. Il y a de l'assemblage, ils sont 2, ils s'assemblent, ils sont 4, ils s'assemblent, il y a des fusions, Optimus Prime revient. Donc Optimus Prime, et puis ils ont des power-up, donc c'est à la japonaise, c'est-à-dire que tu as un robot, mais si tu achètes une remorque, la remorque s'assemble, ça lui fait une méga armure, et donc les Transformers se japonifient au moment où en fait l'Occident les oublie. Donc la dernière chose qu'on a eu en France, ça doit être les Headmasters, où en fait le robot se transformait, mais il n'avait pas de tête. Il était accompagné d'un petit robot qui lui se transformait en tête, et c'était la fusion des deux qui faisait le vrai robot. C'est les Micromasters à peu près à la même époque. Mais c'était la fin. C'était la fin. Alors on va essayer de relancer un peu la sauce. J'en parlais tout à l'heure avec Transformers Génération 2 en France, qui reprend en fait la série originale mais avec des ajouts de 3D. Parce que très vite on se dit on a des robots, il faut qu'on en fasse un truc cool. On est au début des années 90, on commence à mettre de la 3D partout. Le maître des bottes. Par exemple, qui est un dessin animé où tu pouvais mettre des lunettes 3D et tu avais des effets 3D incroyables. Donc c'était un peu des crises aussi. Mais ça prend pas. Mais ça prend pas du tout. Et puis, comme tu l'as très bien dit, on est passé à autre chose en fait. On a les Tortues Ninja, on est sur un côté beaucoup plus funky. Voilà, il y a les Power Rangers, il y a Sonic, ils sont pas edgy les Transformers. En fait, ce qui a été le succès, qui a aidé le succès des Transformers, c'est aussi des années 80. Oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mood très particulier où ça s'insère particulièrement dans cette époque. Des robots qui se transforment. On avait aussi la miniaturisation. On était dans un plein boom. Là, les années 90,
C'est autre chose, c'est les sports extrêmes, Voilà. c'est cool, c'est voilà. Exactement. Tu veux défier tes parents, etc. Et alors du coup, ils ont l'intelligence de relancer complètement la franchise en faisant table rase du passé. On oublie tout, on oublie les robots qui se transforment en voitures, on oublie tout, on oublie machin, et on va faire moderne. On va pas faire un dessin animé dessiné par des humains, parce que c'est ringard les humains. On va faire un dessin animé en 3D. Alors à l'époque, hein, c'est à peine la Toy Story, tout ça, c'est nouveau, tu vois. Toy Story, c'est 95. Voilà, donc on fait un dessin animé entièrement en images de synthèse. Et les enfants, ils aiment bien les dinosaures, ils aiment bien les animaux. Voilà. Tu vois, il y a eu Animorph, il y a eu tous ces trucs-là, il y a eu Manimal, machin. Donc on va faire Beast Wars. Ok. Pour la petite histoire, c'est plus Hasbro qui distribue les Beast Wars, c'est une société sœur qu'ils ont rachetée pas longtemps avant, qui s'appelle Kenner. Donc, Kenner, c'est les jouets Star Wars. les jouets Star Wars, les jouets Batman. On est vraiment sur le porte-avions Hasbro pour tout ce qui va être licence. Et cette gamme Beast Wars, elle va pas marcher du tonnerre tout de suite, elle va mettre du temps à s'imposer. La série... Mais elle est dégueulasse. Elle a pas très bien Ah non, mais à l'époque, aujourd'hui, tu regardes ça, c'est une cinématique de PlayStation 1. Mais à l'époque, c'était nouveau. Je me rappelle même pas de ça. Ouais, non, mais t'étais déjà dans les dessins animés japonais. Ah ouais. Ça a été vraiment... En fait, quand nous, on regardait Dragon Ball adolescent, c'est les enfants de 7-8 ans qui regardaient ça et qui étaient fascinés de voir un tyrannosaure se transformer en Mégatron. Parce que, pour le coup... On était très bien, tu parles des dinosaures. On a eu une période dans les années 90 où on avait des dinosaures. Jurassic Park. Ben oui, 94, Jurassic Park. Mais même avant, ça a été amorcé un petit peu avant. Et Jurassic Park a vraiment fait exploser le monde du dinosaure. Voilà. Donc du coup, on se coupe complètement des Transformers jusqu'à présent. Là, ça se passe à la préhistoire. Donc tu as des robots, les gentils, ils se transforment en mammifères. D'ailleurs, le héros, il se transforme en gorille. C'est Optimus Primal. Voilà. C'est incroyable. Et donc le méchant, c'est Mégatron qui se transforme en tyrannosaure. Voilà. Donc finalement, la série trouve son public, les robots aussi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au Japon, ils vont faire une saison 2 de Beast Wars, mais en animé, à la main. Ouais. Ils se disent non, la 3D, c'est pas encore ça, donc on fait une saison 2 à la main. Et alors, tu parlais d'Animorph tout à l'heure. Animorph va arriver après, et chose rigolote. Donc, Animorph, série canadienne, une série live avec des ados qui ont des pouvoirs, qui peuvent se transformer en animaux. Grande époque du morphing, Voilà. le clip de Michael Jackson. C'était magique, ouais. Et bien, Kenner va se dire, mais on a qu'à les mettre avec les Beast Wars. Et donc, du coup, Animorph, qui est une série qui n'a pas très très bien vieilli, techniquement, elle fait partie de la licence Transformers puisqu'elle a été distribuée au même moment par le même fabricant. C'est dans le lore sur les mêmes Transformers. concepts. C'est du lore voisin, on va dire. Ils sont cousins. Mais c'est le même fabricant et encore une fois, ils étaient distribués dans les mêmes cartons. Donc dans les magasins de jouets, tu les trouvais côte à côte, quoi. Donc on a même tenté de faire du Transformers, si possible, en série télé, pas cher pour Nickelodeon, en tournant ça à Toronto, quoi. Bon, on va pas se mentir, c'est à ce moment-là où on peut acter plus ou moins la mort de Transformers. Non, parce que justement, la mort, c'était fin 80, début 90. Donc là, pour vous, Voilà. on est dans le Là déjà c'est un dans la premier... Renaissance. C'est une petite renaissance. C'est une D'accord. petite renaissance C'est une licence qui se cherche, en fait, voilà. qui cherche son public. qui vit en autarcie du reste. C'est-à-dire que si tu es nostalgique des robots qui se transforment en voiture, t'attends encore un peu. Mais là, en 95-96, Beast Wars réussit un peu à retrouver les enfants, en fait, avec du robot qui se transforme. Et elle vit pas mal, cette série. Mais après ça, tu as à nouveau une petite traversée du désert, même si Transformers va renaître plusieurs fois dans des mini-séries. C'est des petites séries sans lien entre elles, qui vont être beaucoup plus enfantines, avec des robots beaucoup plus simples à manipuler, pour que, justement, la petite enfance, celle qui n'a aucun souvenir des Transformers, puisse découvrir ça, la joie de manipuler quelque chose qui change de forme. Mais du coup, en France, la Transformers Mania, elle est terminée, là. Ah mais non, mais on est en pleine Dorothée Mania, donc Voilà. tu oublies les Transformers en France. Donc, Les petits-enfants, ils ont bien aimé. Enfin, tu peux aujourd'hui croiser des trentenaires qui sont nostalgiques de Beast Wars. Mais c'est parce qu'ils étaient trop petits pour regarder les dessins animés japonais, justement. Alors, je ne sais pas si la caméra a capté ta moue, mais si. je suis un peu perplexe. Plus que ce que tu crois, il y a pas mal de collectionneurs de Beast Wars, et surtout, c'est des jouets qui sont cool. Les Beast Wars, effectivement, c'est des jouets animaux, c'est des jouets qui se transforment en chimères. Qui étaient plutôt réussis. Hein. Vraiment, ouais, les designs sont très très chouettes. Et surtout, on a la patte de Kenner. Kenner qui savait faire des jouets cool. Alors, effectivement, c'est inspiré par du Takara, mais le mélange des deux fonctionne très très bien.
c'est une licence qui va se chercher. Alors, il va y avoir des one-shots plus ou moins réussis, il va y avoir des séries pour les plus jeunes, il va y avoir aussi des séries plus violentes. Des trucs oui, comme ça. tout à fait. Des séries avec à nouveau des Transformers qui meurent, donc des choses un peu plus adultes. Et puis, on se rapproche de plus en plus d'une date dont on a parlé tout à l'heure, de l'année 2005, qui est vraiment centrale dans la communication autour des Transformers. Et c'est là où il va y avoir une grosse annonce. Je crois qu'elle était tombée le 10 avril 2005, pour te dire à quel point j'étais au taquet. Eh bien, je vais appeler ça la renaissance des Transformers. Du coup, 2005, comme tu le dis, Romain, est-ce que c'est véritablement la renaissance ? On a un certain Steven Spielberg. Voilà. Qui annonce qu'il aimerait bien faire des films avec les Transformers. Et en tout cas, moi, à cette époque-là, j'ai 20 piges, je me prends une claque, puisque... mais pourquoi ? Mais pourquoi maintenant Alors effectivement, la technique pouvait apporter des choses... Plus cool que dans les années 80. Oui, mais pourquoi les Transformers ? Enfin, tu vois, c'est la question qu'on se pose. C'est hyper niche, en fait, les Transformers. Fin 90, début 2000, il y a un côté... Les gens qui aimaient les Transformers à l'époque ont une trentaine d'années à peu près, et il y a un côté culte autour des Transformers. On commence déjà à racheter les vieux jouets, on commence à rechercher les anciens comics, parce qu'il y a eu des comics américains, mais il y a eu aussi des comics anglais qui étaient très très cultes, parce qu'ils étaient beaucoup plus sombres que les comics américains. Donc les adultes les relisent avec un œil d'aujourd'hui en disant « Oh là là, ça rigolait pas, il y avait des trucs un peu philosophiques, genre est-ce qu'un robot peut rêver, machin ». Et puis, aux États-Unis, il y a aussi des comics Transformers qui commencent à renaître au début des années 2000, où on se dit, il y a des adultes qui pourraient acheter des comics Transformers on commence à être un peu plus profonds. Voilà. De se dire que l'adulte... Dans la réexploitation aussi, des adultes. Mais du coup, c'est de la niche. C'est-à-dire que t'es vraiment sur une niche de gros barbus, quoi. C'est pas du tout grand public, les Transformers, à l'époque. Et la question, c'est comment Spielberg s'est intéressé à Transformers. Alors, la version officielle, c'est qu'il adore les robots transformables et qu'il n'a pas pu s'empêcher de vouloir la licence. Ce qui est plus crédible, c'est probablement que on avait prévu qu'on arrivait enfin aux années 2000, 2005, l'année dans laquelle se passe le film. Je pense qu'ils avaient aussi prévu que la vague geek était en train d'arriver. Nous autres qui avions 20-30 ans, on commençait à avoir les moyens peut-être de s'acheter non seulement une place de cinéma, mais aussi le t-shirt, les figurines qui vont avec. Ouais, oui, et puis stratégiquement aussi, Hasbro voit que le cinéma a ressuscité Marvel. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Marvel, c'est les rois du monde. Mais au début des années 2000, Marvel, ça vaut plus rien. Ils ont failli fermer plusieurs fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des films des X-Men, des films de Spider-Man, parce que les droits ne coûtaient plus rien. Donc Sony a fait « Ah bah ça, tiens, oui, je prends. » La Fox fait « Ah, les X-Men, bah tiens, t'en fais rien, à moi, hop. » On a eu Blade quand même avant aussi. Oui, mais Blade, Marvel, oui, mais Blade, très attention. adulte. Oui, mais Blade interdit aux moins de 16 ans. C'est du rated R. Là, quand tu vois... On a eu Nick Fury avec David Hasselhoff. Qui l'a vu, j'ai envie de dire. Non, mais tu vois... On a eu Punisher avec Dolph Lundgren. Mais tu vois, t'as les X-Men, personne n'y croit. Hop, 200 millions au box-office. Oui, c'est les X-Men qui relancent vraiment pour le coup. T'as Spider-Man, 400 millions au box-office. Et en fait, c'était des licences vieillissantes. Alors, les comic books existaient, etc., mais c'était pas des licences c'était pas grand public, les super-héros à l'époque. Pour contextualiser, nous, on connaissait ça, comme tu disais, via les comics ou via les dessins animés. C'est ça. X-Men, dessins animés de 91, voilà. Mais nous, on était déjà des geeks. Alors qu'à l'époque, t'avais pas encore cette geek culture qui prédominait. Les rois du box-office à l'époque, c'était des films catastrophes. C'était Twister, Armageddon, Pearl Harbor, ce genre de choses. Et du coup, Hasbro se dit, tiens, si on peut ressusciter les mecs en pyjama en faisant des films modernes, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas ressusciter nos robots camions ? Et tu as très bien fait de parler notamment de Pearl Harbor, puisque ce n'est pas n'importe qui va récupérer la réal du film, c'est l'incroyable Michael Bay. Le roi de l'explosion normalement là, voilà. Michael Bay qui connaît très bien Steven Spielberg puisqu'il a longtemps travaillé chez Lucasfilm et il est surtout connu pour ne pas aimer les licences à base de jouets. Il avait conseillé à Spielberg de ne pas se lancer, de ne pas mettre d'argent dans l'Arche perdue, il me semble, parce que Indiana Jones c'était juste un truc pour les mômes et puis c'était bon quoi. Donc il lui a fallu quelques rendez-vous avec Hasbro pour être convaincu.
Officiellement, c'est grâce à la ténacité des gens d'Hasbro qui lui ont présenté avec sérieux leur univers qu'il a été séduit. Probablement que son cachet n'y est pas pour rien, puisque effectivement, ça va être le film de tous les fantasmes, que ce soit au niveau budget ou que ce soit au niveau effets spéciaux. Puisque, oui, parce qu'il a les clés d'ILM. Voilà. Il dit tiens, mec, t'es chez toi, fais ce que tu veux. ILM, c'est le plus grand studio d'effets spéciaux. Voilà, de George Lucas, qui a fait Star Wars, qui a. Voilà. En plus, on sort des épisodes 1, 2, 3, les mecs sont affûtés comme jamais en termes d'effets spéciaux. Et Michael Bay, il dit, parce que moi, quand je vois le film Transformers à l'époque qui annonçait déjà, c'est bizarre, un film Transformers maintenant. Oui, techniquement, on ne sait pas ce que ça va donner en vrai. Et tu vois le budget, genre Steven Spielberg se dit, tiens, je vais mettre 150 millions de dollars dans un film de jouets. Et tout le monde se dit à Hollywood, il est fou. Il est fou, tu vois. Mais Michael Bay s'éclate, alors, évidemment, il arrive et non, quoi une Beetle? Non, vous rigolez. Non, Bumblebee, ça serait une Chevrolet, machin. Là. Camaro. Voilà, et il va se faire son Fast and Furious à lui, et il va transformer les Transformers en licence plutôt ado, en fait. Il va en faire un truc d'ado, il va en faire un récit initiatique. 13 années 90, voilà, hein. D'un petit mec qui est mal dans sa peau, qui rêve d'avoir la meuf la plus bonne du lycée. Son père lui achète une... Ah mais j'emploie des mots vulgaires exprès, parce que Transformers a été... Transformers a vraiment été beaufisé par Michael Bay, qui en fait un truc, belle bagnole, belle gonzesse. Il n'hésite pas. Au héros, c'est que de... Il n'hésite pas à s'attarder sur le fessier de Megan Fox. La légende veut que Megan Fox... La légende veut que Megan Fox a été castée. Michael Bay l'a fait venir chez elle et dit, vas-y, mets-toi en short et nettoie ma bagnole. Ah ouais, incroyable. Voilà, elle a nettoyé sa voiture et elle a fait, c'est bon, t'es prise. Après, elle a quitté la licence après l'avoir traité de nazi. Donc, donc ça s'est peut-être pas bien passé entre eux. Mais en tout cas, voilà, donc Transformers, c'est un univers hyper tuning, mec cool, etc. Et alors, le film 1 a encore la patte Spielberg, où t'as tout le passage où les Transformers sont planqués dans la maison du héros, genre chut, vous allez réveiller mes parents. Ouais, il y a un côté un peu fantastique. Voilà, un peu fantastique, et aussi l'amitié avec les humains, un peu rigolote, qui peut être accessible. Qui est encore importante. Mais malgré tout, tu as tout le côté Michael Bay, gros plan sur les fesses, les robots qui pissent sur John Turturro, l'un des plus grands acteurs dramatiques d'Hollywood, qui se fait pisser dessus par un robot. C'est là, mais où on est mais malgré tout, Michael Bay s'éclate. Il fait des scènes d'action extraordinaires, absolument extraordinaires. Et techniquement, c'est fort. Techniquement, c'est incroyable. Techniquement, c'est incroyable. Je ne suis pas tellement client de la direction artistique. Les espèces de robots organiques avec des tuyaux partout, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aurais vraiment voulu des robots cubiques à l'ancienne, quoi. Mais bon, moi, je suis un vieux, que voulez-vous. Mais par contre, voilà, il y a des audaces en termes de mise en scène, il y a des audaces en termes de scènes d'action qui font qu'en fait, le film... les Transformers, les gens avaient oublié, ou c'était un truc de vieux comme moi qui disait je vais rester dans ma cave à jouer avec mes robots. Et le film fait plus de 300 millions de dollars au box-office. Il rapporte... je crois qu'il fait presque $1 milliard dans le monde entier, parce que le film, il y a de l'action tout le temps, ça pète dans tous les sens. Michael Bay, sa caméra... Plus, hein. Le film est long. Michael Bay, sa caméra, elle ne sait pas rester en place, mais tout est hyper lisible. Et au final, les gens vont le voir comme une attraction. C'est une attraction géante. Tu dis ça, puisqu'il y a eu, aujourd'hui, il y a l'attraction Transformers dans les parcs Universal. Tout à fait. Alors moi, j'ai eu la chance d'y aller moi aussi. Il y a 2 ans, effectivement. C'est pas... elle est sympa. Elle est sympa. Oh non, tu peux pas dire ça. J'ai eu un accident avec l'acteur qui jouait Optimus, je l'ai fait tomber de ses échasses. Tu parles de ça? Non, moi je te parle de l'attraction. Oui, donc toi tu as une expérience personnelle. Non, ça c'est sympa. Ça c'est sympa pour les jeunes et tout, c'est rigolo. Elle est rigolote. Je te laisse raconter ce que c'est. Effectivement, ce qui est surprenant, c'est que ça va faire rejaillir cette licence, notamment dans les parcs d'attractions. Ils n'avaient jamais vraiment quitté Universal. Dès les années 80, on pouvait se faire prendre en photo avec Bumblebee et d'autres personnages jouets. Mais là, on a un vrai ride avec des écrans, un ride en 3D qui fonctionne très très bien, avec des acteurs donc en costume de 4 mètres devant l'attraction qu'il faut éviter de toucher, sans quoi vous pouvez créer un accident. Il n'est pas mort. Il est pas mort. Non, j'ai croisé. T'aurais tué Optimus Prime une deuxième fois. J'ai croisé il y a un mois. Non, mais pour raconter aux gens, en fait, c'est 2 grands acteurs qui sont en tenue, mais
moi, je trouve ça super sympa. Ils parlent avec les voix et on capte. Enfin, pour les plus jeunes, on capte même pas que c'est des acteurs, etc. Les costumes sont très chouettes. Ils sont très bien faits et ils répondent et ils interagissent avec les gens. Mais c'est assez rigolo de voir justement la différence entre le costume des années 80 où c'était un type juste dans un costume qui était grand comme lui, quoi, et ces costumes modernes issus de l'univers Michael Bay. Avec il y a du budget. Acteur, voilà. Il y avait déjà du budget dans les années 80, vous le mettez peut-être pas au bon endroit. Mais là, $1 milliard au box-office, quand même. $1 milliard au box-office. Donc du coup, Michael Bay devient le roi d'Hollywood et il prend le contrôle total des films Transformers. C'est-à-dire que dès le 2, Spielberg a fait « Bon, ok, ça tourne ton truc, moi je vais faire autre chose ». Et à partir du 2, donc, Michael Bay fait de Transformers sa licence. Donc, tu mets tous les potards à fond, la beaufrie, la vulgarité, les bagnoles chromées, etc. Il faut toujours plus de robots. Et puis Michael Bay, lui, il n'est pas attaché à l'univers des Transformers. Donc, quand tu es fan des anciens Transformers, tu te sens trahi, en fait, parce que Optimus Prime, qui est censé être le type le plus noble de l'univers, là, il met les mecs par terre, il les achève au sol, les mecs se disent des gros mots, les robots ont des couilles, enfin, ça n'a aucun sens. T'as un moment où... donc, le moment le plus attendu de Transformers 2, qui pour moi est le pire de la franchise, parce que c'est celui qui n'a le plus rien à voir avec les Transformers originaux. T'as un robot qui pète, enfin, c'est n'importe quoi. Et à un moment, donc, t'as des engins de chantier qui s'assemblent pour faire le Devastator, qui est une référence à l'un des plus grands robots des tout premiers Transformers. Et donc, évidemment, il y a un engin de chantier, tu sais, qui a les grosses boules pour casser les murs. Et donc, évidemment, quand il se transforme, tu as 2 boules à l'endroit entre ses jambes. Donc, c'est très fin, c'est très drôle. Tu as John Turturro avec son talkie-walkie là, qui appelle la CIA, qui fait « Oui, je suis sous les boules du robot !» Enfin, voilà, c'est beaufrie puissance 10 000. La mère du héros qui fume des pétards, un robot chien qui n'arrête pas d'essayer de faire des petits à la jambe de Megan Fox. Enfin, c'est même pas un chien à la base. Non, mais c'est un robot... c'est pas un robot, pardon, à la base, c'est un chien. Oui, non, mais c'est un robot quadrupède. Après, il devient... qui se frotte à la jambe de Megan Fox. Enfin, voilà, c'est YOLO le film, quoi. Et donc voilà, Optimus Prime est une ordure qui achève les mecs au sol. Enfin, c'est une catastrophe. T'as un robot, alors t'as Jetfire, qui est un des robots les plus nobles dans l'univers Transformers normal. Là, donc, c'est un espèce de vieux robot avec une barbe mécanique, une canne. Alors, comme c'est un jet furtif... mais en fait, c'est un vieux robot, il se contrôle plus, donc il pète. Alors quand il pète, flap, t'as un parachute qui sort de ses fesses. Enfin, c'est horrible. Et je me souviens, quand je l'ai vu, je me suis demandé pour qui il avait été écrit. Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas les Transformers, en fait. C'est-à-dire que c'est un film... C'est très étrange. C'est un film geek beauf, tu vois, c'est étrange. Tu sais, quand tu vois la télé... C'est un film du Midwest, c'est ça que t'as... Un peu, ouais. Et je suis même pas sûr qu'on en trouve beaucoup des comme ça. 50% de plans chromés, 20% de plans nibar. Et le reste, c'est des scènes d'action. Et puis, on se moque un peu des Égyptiens, parce que ça se passe au Maghreb. Donc, forcément, c'est rigolo. On met des turbans, des kebabs. Les robots avec des turbans, ça c'est... Voilà, les robots avec des turbans. Il faut se fondre dans la masse. Voilà, il faut rester discret. Robot in disguise. Voilà. Donc, heureusement, après... donc, celui-là fait encore plus d'argent. Mais le problème, c'est que Michael Bay est allé trop loin. Et du coup, les gens lui disent, on n'a rien compris. Visuellement, parce que les gens... ont aimé le 1, sont allés voir le 2, et en fait, le 2, tu comprends rien. Tous les robots sont gris, quand ils se bagarrent, c'est une espèce de gloubi-bouga. Tu comprends pas qui est méchant, qui est gentil parfois. Oui, ils se ressemblent tous, parce que Michael Bay, il en a rien à foutre, lui, il veut filmer des trucs qui pètent, et il s'en fout de savoir, machin va affronter bidule, enfin tu vois, il les connaît pas, il dit, ouais, robot A, il casse la gueule à robot B, puis je veux que ma caméra, elle fasse comme ça. Donc les mecs s'exécutent, tu vois. Puis tu comprends rien, ils sont tous gris, enfin c'est une bataille, enfin c'est des bagarres illisibles. Et donc, du coup... On va pas faire tous les Transformers dans le détail parce qu'on est à la fin de l'émission. Voilà. Mais... Donc, il va se rattraper après sur le 3, le 4, le 5, qui sont de plus en plus lisibles. Mais malgré tout, la formule... Vous êtes responsable de vos propos. Ouais. Les scènes d'action du 3 sont plus lisibles que celles du 2. Et en plus, à partir du 4, on sent qu'on se fatigue déjà un peu. Donc, au 4, on change d'acteur. Shia LaBeouf, il dégage, on prend Mark Wahlberg à la place, parce qu'entre-temps, ils sont devenus potes sur No Pain, No Gain. Avec ça. Et
Donc là encore, hein, pas mal de blagues beaufs. Plus beauf. Alors, c'est celui avec les dinosaures ou c'est celui d'après? Alors, c'est celui avec les dinosaures, le 4. Alors, en fait, on t'a vendu les dinobos, qui sont vraiment les préférés des fans, quoi. Au final, ils arrivent 10 minutes avant la fin. Bon, heureusement, la scène où ils arrivent, ça pète, c'est génial et tout. Mais pareil, t'as Hound, qui est un des Autobots les plus respectés. Là, ils en ont fait un espèce de vétéran de la guerre du Vietnam avec une espèce de barbe mécanique. Le mec tue des gens à la carabine en disant des gros mots. Enfin, en fait, moi, le problème que j'ai avec les films des Transformers de Michael Bay, c'est techniquement, ils sont extraordinaires, mais ils sont tellement vulgaires que tu peux pas les montrer à un enfant. Moi, je les ai pas montrés à mon fils. Le seul que j'ai montré à mon fils, c'est Bumblebee, qui est un spin-off, qui est vraiment... Qui est très cool, d'ailleurs. Qui est super. Pour moi, c'est le meilleur film de la franchise parce que justement, il respecte à la fois l'esprit Transformers, c'est pour les enfants, etc. Et en plus de ça, techniquement, il se tient. Et au niveau du scénario, il est hyper bien construit, il est respectueux. Tu peux le montrer à tout le monde, c'est tout public et c'est pas cucu concon non plus. Donc, Bumblebee, pour moi, c'est une super réussite. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que les films ont ressuscité complètement les Transformers. Il y en a partout, dans tous les supermarchés. Il y a plein de séries. Romain, tu peux peut-être nous parler de tous les crossovers qu'on voit actuellement en jouets Transformers, effectivement, qui sont incroyables. On parlait de dinosaures, il y en a un, en ce moment, Hasbro travaillait énormément sur des packs spéciaux. Il y en a 1 à 2 par an. On a eu du Transformers DeLorean de Retour vers le futur. On a eu du Transformers Jurassic Park. Ah, je suis fan. On a eu l'Ecto 1 de SOS Fantôme, qu'on a eu en 2 versions, parce que pourquoi se contenter d'une? Et Hasbro, je pense, a compris qu'on était en fait sur une licence qui pouvait tout englober. Pourquoi s'embêter à nous envoyer Mark Wahlberg quand on aurait pu avoir du K2000 X Transformers? Est-ce qu'on n'entre pas dans justement l'ère aussi pour les jouets du crossover, quoi, comme on le voit dans plein de choses? Est-ce qu'aujourd'hui on veut pas que les univers se rencontrent? Alors, je pense qu'il y a différents phénomènes autour de ça. Les grosses marques sont de plus en plus grosses en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 grandes marques donc elles possèdent d'autres licences qui possèdent quasiment la totalité des licences. Hasbro va posséder G.I. Joe, ils vont posséder du coup en ce moment Jurassic Park. Et SOS Fantôme. Et SOS Fantôme, et Marvel, et Star Wars. Donc oui, je pense que On peut voir Transformers Star Wars. On a eu des Transformers Star Wars il y a une dizaine d'années, ouais. C'est très moche, mais tu peux transformer... C'est incroyable. T'avais Luke Skywalker qui devenait un X-Wing. Ouais, et le Faucon Millennium qui transformait en Chewbacca. Et t'avais Han Solo et Chewbacca. Enfin, c'est des robots qui ressemblaient à Han Solo et Chewbacca. Et hop, tu les assemblais, ça faisait le Faucon Millennium. J'ai raté ça. C'est vrai que les concepts ont été extrêmement loin, Hasbro. Non, et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, Hasbro est très intelligent autour de la licence Transformers. Ils ont compris que Transformers, au-delà des gens comme nous qui aiment l'histoire et tout ça, Transformers est devenu un concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout comme c'est un mot déposé, mais tu dis un caddie, tu dis un frigidaire. Aujourd'hui, tu vois un robot qui se transforme, tu dis un Transformers. Et donc, comme ça, ils peuvent te vendre justement un robot qui se transforme en DeLorean, un robot qui... Là, ils en ont sorti un, c'est un robot qui se transforme en Dracula. Sans que ce soit dans l'histoire. Non, c'est un hommage, quoi, c'est rigolo. On va te refourguer un petit comics. En parlant de comics, justement, Greg, tu édites oui, tout à fait. Moi, donc, comme vous l'avez compris, j'étais un grand fan des Transformers quand j'étais enfant. Je suis encore un grand fan aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, vraiment, j'avais 2 religions, c'était Bioman et Transformers. En plus, ils ont été diffusés en même temps à Canal+, tu vois. Donc et en plus, on fait l'émission Bioman juste après. C'est formidable. Et du coup, là, on a fêté les 35 ans du film, qui a aussi marqué énormément l'entrée pour moi, des Transformers dans la légende de la grande histoire de la pop culture. Et j'ai voulu rendre hommage aux Transformers, et c'est là que je me suis rendu compte. Moi, je suis éditeur de manga à la base. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, au Japon, les mangas Transformers, il y en a très très peu, et ils sont pas de très bonne qualité, parce que c'est des choses qui avaient été conçues pour vendre les jouets. Et c'était pas un bon hommage en fait. Et j'ai été obligé de me tourner vers les États-Unis où là par contre il y a un très grand respect de l'œuvre parce que tout est piloté par Hasbro. Et donc j'ai choisi pour fêter les Transformers, j'ai choisi de publier un arc de comics qui s'appelle Gloire à Megatron, qui reprend justement le design de ce qu'on appelle la G1, bien donc les Transformers des années 80. Voilà. Et donc c'est l'histoire de Megatron qui va conquérir la Terre. Donc si tu as un vague souvenir des Transformers des années 80, tu connais déjà l'histoire, tu connais déjà les personnages, et t'arrives, c'est comment en 4 tomes, Megatron va conquérir la Terre, et comment les Autobots vont essayer de l'arrêter. Et donc j'ai voulu publier ça en tant qu'hommage, mais des comics de Transformers, il y en a des centaines et des centaines, des univers étendus. Je conseille à tout le monde de se jeter sur celui-ci, Gloire à Megatron, que je trouve vraiment excellent. On n'a pas eu le temps de parler, mais il y a eu aussi des nouvelles séries animées sur Netflix. Il y en a eu beaucoup. Je suis pas fan, alors elle est vachement bien, la série Netflix,
parce que alors suis pas fan. je comprends qu'elle te plaise pas parce que c'est On doit conclure, mais vas-y. Non, mais c'est les séries Netflix qui essaient de faire le grand écart entre les nostalgiques et les enfants, ça. les nouveaux arrivants. Mais ce qui est sympa avec cette série, c'est qu'elle essaie de contenter tout le monde. C'est-à-dire que, alors je veux pas trop la spoiler, mais il y a un peu toutes les générations de Transformers qui sont représentées dans ce. C'est un best-of. En fait, pour moi, elle est inégale. C'est ça que je pourrais lui reprocher. Et ils ont fait un petit peu la même chose sur le revival avec les Maîtres de l'Univers, où là, je trouve que c'est réussi, surtout la deuxième Mais en partie. tout cas, tu vois, la série Netflix des Transformers, je l'ai regardée avec mon fils qui a 10 ans et il était aussi accessible. Il était aussi émerveillé que moi quand je l'ai découvert la première série à son âge. Eh ben, c'était formidable. Mission réussie, laissée et transformée. Messieurs, merci beaucoup pour ce moment passé avec vous en parlant de robots transformables. Moi, j'ai toujours en tête le Ghetto Blaster. Oui. Donc, allez voir sur Internet ce qu'est un Ghetto Blaster. Vous allez être surpris. C'est quelque chose de formidable. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode incroyable de Dans la légende. On se retrouve très bientôt pour un épisode encore plus incroyable de Dans la légende.